Bonjour à tous. Donc je m'appelle El Fawzi Noureddine. Donc je suis de l'IFSTAR. Je suis directeur du laboratoire qui a réalisé l'analyse, qui est arrivé en bout de chaîne, comme on va l'expliquer. Et donc voilà. Bon, je ferai une petite. Oui, peut-être sur ton parcours ou les compétences de ton laboratoire, un petit éclairage rapide, parce que Alors tout le monde ne connaît pas la principalement, recherche. on développe des outils de modélisation de trafic. Donc tout ce qui est, on va dire, la congestion qui est notre fonds de commerce. Et donc, comme vous l'avez compris, on n'a absolument pas intérêt à ce que ce fonds de commerce disparaisse de sitôt. Donc voilà, donc on principalement des travaux qui ont pour objectif de fournir des outils pour ce qu'on appelle actuellement la mobilité intelligente, et puis avec des possibilités de développer des outils numériques qui permettent justement de faire l'évaluation d'aménagement, soit a priori, soit a posteriori. Merci. On va rentrer dans le sujet. Donc là, sur l'intérêt de ces travaux de recherche. Moi, je ne vais pas parler technique, je laisse la technique à Bernard tout à l'heure, mais principalement pour donner un petit peu quel est l'intérêt pour nous en tant que laboratoire de recherche d'être impliqué dans le cadre du projet. D'abord, dans un premier temps, nous, on a été approchés par UTB qui est devenu CARA pour dire, bah, effectivement, il y a une demande dans le cadre du projet pour mener des analyses, etc. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser? Donc, on a répondu effectivement qu'on était intéressé par l'approche. Et donc, c'est là où les ennuis un peu ont commencé. Donc, tout d'abord, donc effectivement, on a eu toute une série de rencontres. Euh, une série de rencontres qui ont principalement pour objectif d'être complètement certains, et quand je dis complètement certains, dans l'esprit, je dirais, des coordinateurs, qu'on a bien compris le besoin. Donc on est revenu, et bien effectivement, Philippe a dit tout à l'heure que ça a pris beaucoup de temps, parce qu'effectivement, il y avait énormément de travail en amont qui était justement d'expliquer, d'être certain qu'on a bien compris ce qu'attendaient les constructeurs, pardon, les transporteurs. Et donc on est après une phase un petit peu, on va dire, glaciale vis-à-vis de l'accueil bon, d'un laboratoire de recherche qui était accueilli avec beaucoup de scepticisme, justement, donc ça a été dit par Philippe. On a commencé par un cheminement qui est effectivement que c'est traduit par un enthousiasme à la fin, et donc qui a donné lieu à pas mal de documents qui ont permis justement de préciser Alors, comment tu le as besoin. traduit? Tu as traduit avec des données, avec des documents? Comment tu as... Alors c'est principalement des, il y a pas mal de choses. Il y a eu des notes techniques sur la base d'un cahier des charges qui a été élaboré par le comité technique et comité de suivi, sur lequel donc on est revenu nous pour bien spécifier la solution qu'on va développer et pour être certain que ça correspondait bien à l'attente du consortium. Il y a C'était une interaction importante. exactement. Donc c'était principalement on va dire un peu la partie la plus on va dire, la plus critique dans le projet, qui était, bon, dans un premier temps, on ne parlait pas forcément le même langage. On était, Transporteur, hein. bon, effectivement, sur un certain nombre d'aspects. Donc, effectivement, donc on était sur une interaction beaucoup plus forte pour justement, comment dire, essayer de traduire, parce que c'est ça qui est important, il faut quand même le dire, c'est qu'effectivement, il y a un besoin qui est dans la tête du consortium, en particulier des transporteurs, mais déjà pour le traduire en termes, on va dire, problématisés, c'est pas toujours évident. Donc on a quand même pas mal cheminé un peu vers cette approche-là. Donc on est arrivé avec une démarche qui a été validée, qui était principalement partir vraiment sur une expérimentation et puis de faire le monitoring de camions, récupérer les données sur lesquelles donc on va élaborer le modèle. Donc ceci a été validé par le comité technique. À ce moment-là, le travail réellement, on va dire, le travail a commencé bien avant, mais en tout cas le travail d'analyse et de collecte. Et comme je le disais, donc nous on arrivait en bout de chaîne parce que bon, effectivement, il y avait toute l'instrumentation des camions, la collecte, le nettoyage des données qui ont été fournis par l'ensemble des partenaires du projet. Et après, donc l'analyse elle-même a débuté. Alors, la question que tu ne m'as pas posée, mais j'essaie quand même de répondre, c'est
c'est de dire finalement qu'est-ce qu'on tire un peu du projet. Donc on a nous, de notre côté, de notre point de vue, on a trouvé, effectivement, on a vu une opportunité dans le cadre du projet qui était vraiment pour nous un projet démonstrateur. C'est pas toujours évident et je pense qu'il y a quand même quelque chose à porter au crédit du consortium Équilibre, c'est vraiment de vouloir absolument développer quelque chose qui soit, on va dire, en conditions d'exploitation réelle, de pouvoir vraiment se donner les moyens d'aller instrumenter les véhicules, de donner le temps, parce que généralement, faire de l'expérimentation, on arrive à le faire sur quelques jours, mais là, on a vraiment laissé le temps pour récupérer suffisamment de données, etc. Un démonstrateur sur le territoire, sur le terrain. Exactement. Donc, nous, le résultat de ça, c'est qu'on a récupéré quand même un matériau relativement riche, qui est vraiment une base de données relativement intéressante, avec des données de qualité, puisque effectivement, il y a à la fois toutes les données sur la cinématique des véhicules, sur la conso, sur les émissions, etc. Donc, c'est vraiment on va dire un peu le trésor de guerre finalement d'Équilibre, c'est quand même la base de données. Après, effectivement, sur laquelle on peut faire des analyses, etc. Et le dernier point que je voulais quand même souligner, c'est que cette volonté vraiment d'aller jusqu'au bout, on n'a jamais vraiment senti un fléchissement des coordinateurs, bien au contraire, qui à chaque fois qu'on demandait des choses, effectivement, il y a toujours, on commence par dire non, et puis après on revient, on dit on va essayer de voir si c'est possible. Et donc effectivement, ce dialogue-là, cet échange qui est pour nous quand même quelque chose de relativement positif, et surtout, c'est fait dans des conditions très favorables, on va dire, à la fois au dialogue, et puis surtout à consolider la démarche elle-même. Une logique de recherche-action un petit peu. Exactement. Et puis dernière chose, parce que il va falloir un peu conclure, c'est simplement de dire finalement, qu'est-ce qu'on tire un peu de tout ça. Donc si je dois conclure, alors après Bernard parlera un peu plus en détail de ce qu'on a fait. Donc, je peux dire finalement, on a 3 éléments relativement importants. Donc, une démarche, on va dire générique, qu'on peut effectivement calquer sur pas mal de choses, dans la mesure où on arrive à faire l'audit et la qualification en conditions des réels de nouvelles motorisations, en tout cas d'utilisation, que ce soit PL, CTPL principalement, mais rien n'empêche d'appliquer la même méthodologie pour les VL si c'est nécessaire. Développer des outils à la décision, donc par exemple tout ce qui est la possibilité de prévoir la consommation sur la base d'un certain nombre de caractéristiques mesurées, et puis de pouvoir effectivement faire des analyses à façon à partir de la base de données. Donc là, on a fait pas mal de choses, mais il reste bien évidemment sur le gisement des données, donc il y a pas mal de choses qu'on pourrait potentiellement sortir. Donc ça c'est intéressant parce que ça ouvre d'autres pistes de recherche et de travaux, puisque ce n'est pas encore totalement complet. On a matière à... Exactement. Alors, on n'a pas préparé notre numéro, mais il y a juste la slide juste après. C'est de dire finalement, tout ça n'est pas fini. Donc, ça ouvre un certain nombre de perspectives. Une perspective un peu de calculateur. Donc, vous aurez peut-être un petit film, si j'ai bien compris après, qui permet de faire du multicritère. Et puis surtout, un élément au-delà de ce qu'on va vous présenter, c'est la possibilité d'aller maintenant faire un peu des analyses fines en termes, par exemple, de qualification, caractérisation d'aménagement. Donc, par exemple, d'aller qualifier d'un point de vue émission, je dirais, de points singuliers, comme une aire de repos, une aire de stockage de poids lourds, par exemple. La possibilité de mettre l'endroit, de dire est-ce que c'est pertinent de mettre, je ne sais pas moi, un carrefour ici et là, etc., dans la mesure où on va pouvoir justement aller mesurer les émissions générées par ce type on va dire, d'aménagement. Merci. On a bien vu les éléments de contexte, la méthodologie et puis toutes les perspectives possibles. Donc c'est intéressant parce que ça nous resitue complètement l'intervention de Bernard. Donc je suis ingénieur de recherche au LICIT. Comme l'indiquait Noureddin El Faouzi, on s'occupe de trafic, c'est-à-dire essentiellement de ce qui se passe sur la route. Bon, avant ça, moi j'ai travaillé dans différents domaines, puisque ma carrière à l'IFTA a débuté il y a 30 ans. Donc j'ai vu un peu tout ce qu'on pouvait faire dans le domaine du trafic routier. Une culture de transport. Voilà, j'ai une large culture transport, mais je ne suis absolument pas spécialiste ni en motorisation, ni en émissions de polluants.
Donc l'approche qu'on va vous présenter, c'est une analyse des résultats, je dirais, essentiellement axée sur la route et le trafic. Avec des éléments chiffrés, des Ah, tableaux. Voilà, on va rentrer vraiment dans les faits, j'allais dire, hein, enfin, que tu as analysés. Voilà, nous, on va présenter des résultats bruts sans jugement sur C'est ça. la contribution à l'effet de serre ou sur l'impact sur la santé. C'est absolument pas notre compétence, pas plus que le véhicule. Donc, c'est les données qui sont le fruit de l'étude que tu as réalisée. Alors, on aura 5 temps, donc je vous donne ça parce que c'est plus facile de comprendre, pour que ce ne soit pas trop complexe. Donc, on va faire un long tunnel, on va faire 5 temps avec une introduction, après une cartographie des transports que tu vas nous présenter, les facteurs explicatifs, si j'ai tout compris, un cas d'étude en périphérie d'Annecy, et puis on fera une conclusion. Donc, ça va vous laisser le temps de digérer les différentes étapes, et puis je poserai quelques questions à Bernard. Alors en fait, ma présentation, elle va se diviser en 2 grandes parties. Derrière ces 5 chapitres. Dans la première partie, je vais présenter l'activité d'un véhicule. Et dans la seconde partie, qui sera en fait très réduite, je vais présenter les résultats. C'est la compréhension de l'activité du véhicule qui va permettre d'interpréter le résultat. Les chiffres en eux-mêmes, ils sont incompréhensibles ou on peut les manipuler comme on veut. Donc c'est pour ça que je vais beaucoup insister sur la première partie. Alors cette présentation, elle a été faite pour un public qui ne connaissait absolument rien au transport. Donc les transporteurs m'excuseront si je caricature un peu leur activité. Deuxième point, c'est que cette présentation condense un rapport de 120 pages. Donc vous aurez vraiment juste un petit extrait des conclusions. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît rien au transport, ben voilà une journée type d'un véhicule de l'entreprise Mèchevent qui part le matin de la banlieue d'Annecy, va charger à Rumilly, va partir sur Salanches, va entre autres choses aller faire un plein à la station de Bonneville, va revenir sur Annecy. Et voici une autre manière de décrire le trajet de ce véhicule. En haut, vous avez la date et l'heure avec les sauts qui correspondent aux arrêts. Deuxième graphe, vous avez le poids total en charge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous allez voir que ce véhicule fait un chargement, 2 chargements, 3 chargements, 4 chargements, 5 chargements, et il fait un déchargement et un autre déchargement dans la journée. Il est parti à 5 h du matin, il rentre le soir à 18 h et il n'a fait que 250 km. Et enfin, ici, vous avez le profil de vitesse, et vous pouvez voir ici, les petites parties stables, c'est les parties sur autoroute. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude du transport routier, on est très loin de la vision du transport à longue distance fait sur autoroute. Et ça, c'est une journée type d'un véhicule qui fait de la distribution. Donc, première chose, abandonner l'idée du transport routier, c'est du transport à longue distance sur autoroute. Il n'y a pas que ça. Et on en est loin. Et ça, c'est tout de suite un résultat du projet Équilibre. Les émissions de NOx, c'est-à-dire les oxydes d'azote, qui, je le rappelle, ont un effet néfaste sur la santé, mais qui sont aussi un polluant du point de vue environnemental. Alors ce résultat obtenu sur 6 mois, et sur des distances parcourues qui sont déjà de quelques dizaines de milliers de kilomètres, montre la répartition des émissions d'oxyde d'azote en fonction de la route parcourue. Vous avez donc ici 6 véhicules, 4 qui font du long courrier, sont tous des 44 tonnes, et 2 qui font de la distribution. 70% des émissions d'oxyde d'azote se font en zone urbaine et 86% en distribution. Mais que même pour du long courrier, vous avez 37% en zone urbaine, 29,7%, 36%, 38%, 51% des émissions d'oxyde d'azote qui se font en zone urbaine. Donc même pour du transport long courrier, les émissions d'oxyde d'azote en zone urbaine sont très importantes. Alors comme il se trouve que le principal impact est sur la santé, ce dont il faut se préoccuper, c'est ce qui se passe en zone urbaine et non pas sur autoroute. Donc encore une fois, il faut laisser un peu de côté la vision du transport routier comme étant du transport longue distance sur autoroute. L'objectif du projet Équilibre pour l'IFTAR, c'est l'étude comparative de l'usage de véhicules diesel et de véhicules gaz en situation réelle d'exploitation. Et le terme clé, c'est situation réelle d'exploitation. Qu'est-ce qui se passe réellement sur le terrain? Alors, le point essentiel, c'est qu'en fait, le transport routier, c'est un univers extrêmement complexe.
On va le voir. Donc, dans cet univers extrêmement complexe, on va faire une étude microscopique approfondie, focalisée sur un périmètre restreint. Donc, on s'est limité à des véhicules Euro 6, 2 catégories de véhicules, des semi-remorques de 44 tonnes et des porteurs de 19 tonnes. Et on s'est intéressé à 2 grandes catégories de missions correspondant à celles des transporteurs, du long courrier et de la distribution. Et l'objectif donc de l'IFSTAR, c'est d'identifier les facteurs explicatifs de la consommation et des émissions. Alors, on a aussi fait un petit travail supplémentaire qui a été la modélisation et la prévision de la consommation pour chaque véhicule, c'est-à-dire des modèles mathématiques qui nous permettaient, de prédire la consommation. Bon, cette partie-là ne sera pas exposée dans la présentation. Alors, le point fondamental sur les émissions de NOx, c'est que vous prenez un moteur en Euro 6, c'est qu'il peut être réglé de manière à minimiser soit la consommation, soit les émissions de NOx. Quant aux émissions de NOx, elles résultent d'une part d'un processus de production par le moteur, au cours de la combustion, et elles résultent aussi d'un processus d'élimination par le système de dépollution. Et le problème, c'est que l'efficacité du processus d'élimination, elle se dégrade durant les régimes transitoires, c'est-à-dire quand on a de fortes et brusques accélérations. Voilà, donc alors, le périmètre du projet, on a 8 véhicules de 44 tonnes, 5 gaz et 3 diesel. Les remorques sont toutes du même modèle, c'est du type Totliner. Les puissances des véhicules, par contre, varient, les rapports de pont aussi. Et on a 3 véhicules de 19 tonnes qui sont tous des véhicules gaz. La cartographie du projet où les véhicules ont circulé, c'est 31 départements, on a 2 années de mesure et 1 million de kilomètres parcourus. Bon, ça vous donne une idée quand même de l'ampleur du projet. Alors il y a eu plus de véhicules, mais bon, ce sont eux sur lesquels les analyses se sont concentrées. Alors, le point de vue fondamental, c'est qu'on a pris le point de vue des transporteurs, et aussi celui des riverains. Alors que les constructeurs, ils se focalisent sur le véhicule, que les fonctionnaires dans les ministères, ils s'intéressent à des statistiques macroéconomiques, c'est-à-dire à des valeurs moyennes, mais qui sont établies ou qui sont valides pour 10 000 véhicules qui ont parcouru 1 milliard de kilomètres. Là, nous, on va s'intéresser au point de vue du transporteur. Il fait le même trajet de 200 km 52 fois dans l'année, tous les lundis, par exemple, pour ses clients. Et ce qui nous intéresse, c'est donc ce trajet de 52 km en valeur moyenne. Et on va s'intéresser donc à l'usage des véhicules et à la route. Et ce qui intéresse le constructeur, c'est de se dire pourquoi ce trajet que je fais le lundi, il diffère du trajet que je fais le mardi. Pourquoi est-ce que je consomme plus ou que j'émets plus de polluants sur un des 2 trajets. Donc ce qui nous intéresse, ce n'est pas la valeur moyenne qui serait valide pour 10 000 véhicules, c'est pourquoi le trajet du lundi n'est pas le même que celui du mardi. C'est donc la variance. Et quelles sont les variables qui expliquent pourquoi 2 trajets ne sont pas identiques. Alors, il y a un facteur qu'on n'a absolument pas étudié, qui est pourtant essentiel au transport, c'est le facteur temporel. Alors, il y a de nombreuses raisons à cela. La première, c'est qu'on s'intéresse à une moyenne sur 52 trajets dans l'année, par exemple, donc, et non pas à la valeur d'un trajet proprement parlé. La seconde, qui est beaucoup plus importante, c'est qu'en fait, les horaires de passage sont imposés par les clients. Donc, le véhicule qui fait une mission, il la fera les 52 fois dans l'année aux mêmes horaires de passage. On ne peut pas faire varier ce paramètre. Et le troisième point, c'est qu'en fait, pour faire une étude des facteurs temporels, il faudrait un volume de données infiniment supérieur, et on aurait une complexité infiniment supérieure, parce qu'on a les problèmes d'horaire, les problèmes de journée calendaire, les profils de trafic ne sont pas les mêmes suivant les jours, et puis il y a une quantité, je dirais, immense d'événements exceptionnels. Alors, les chantiers, il n'y en a pas tous les jours, mais malheureusement, il n'y a pas que des chantiers, il y a des manifestations, il y a la météorologie, etc., etc. Donc, il y a énormément de facteurs temporels qu'on ne peut pas maîtriser. Donc, en fait, on revient sur la question du périmètre que tu as donné. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est imposé ou que tu as défini ou codéfini ? Non, c'était imposé par le périmètre, d'activité des transporteurs.
D'accord, donc c'est ça qu'il a donné. Oui. D'accord. Donc là, tu as bossé complètement en... Ils nous ont dit sur quel département ils allaient rouler, et puis on a fait une cartographie dont je parlerai après, des zones sur lesquelles ils C'est vraiment le côté terrain qu'on évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on avait connaissance de la complexité? Ça peut être la première question. Là, tu me demandes un effort de mémoire. Je dirais non, on a découvert énormément de choses. On a découvert le monde avec l'étude, très honnêtement. Oui, Pascal, tu voulais intervenir? C'est pour rebondir sur les pics de Noureddin tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on a tant insisté? Est-ce que vous avez bien compris? Nous, on connaît notre métier. On connaît la complexité. Ce qu'ont découvert Bernard, Fouad, qui est dans la salle aussi, et Noureddin, c'est justement la complexité de notre métier. Et ça, c'est pour ça que je te réponds, Noureddin, c'était ça ma question. Est-ce que tu as bien compris? Je pense que oui, maintenant. Moi, je ne suis pas sûr. Ok, donc on va. Donc c'était une question à tiroir. Donc en fait, quand on arrive sur cette notion de complexité, effectivement, elle était connue de côté terrain. Et là, on a des éléments chiffrés, des tableaux, qui permettent de voir justement comment ça se construit, tous les paramètres que tu as évoqués. Et c'est vrai qu'on voit par exemple que la question de la différence des trajets, des conditions de la météo, de ce que tu rencontres comme éléments, ça donne des pics par endroit, comme on l'a vu sur et que ça change complètement la perception moyenne, entre guillemets, qu'on peut avoir. Alors, sur les conclusions sur lesquelles on va arriver sur le projet, c'est qu'une valeur moyenne dans le transport, ça n'a absolument aucun sens. Donc on va cheminer vers ce point. Juste une dernière question avant de continuer. Tu as aussi parlé quand tu parles de valeur moyenne justement, est-ce que s'il y a un véritable intérêt, je pense que oui, à localiser une étude sur des territoires, et là on est en Auvergne-Rhône-Alpes, est-ce qu'il y a vraiment une dimension territoire qui est très forte dans l'étude, ou est-ce que ça peut s'appliquer après généralement? Ça s'applique à toute la France. À toute la France, d'accord. C'est que... oui, il faut une connaissance microscopique du terrain. Donc la connaissance du territoire, oui, est très importante. Les valeurs moyennes, elles ont une utilité pour des statistiques nationales. D'accord. Mais à partir des statistiques nationales, on ne peut rien en déduire au niveau microscopique, c'est-à-dire au niveau de l'échelle d'un transporteur. D'où l'intérêt de ce que tu vas nous expliquer. Merci. Donc on attaque l'étape 2, la cartographie des transports avec les variables. Allons-y. La caractérisation de l'exploitation. Donc, de manière un peu caricaturale, pour les gens qui sont des néophytes, le transport, c'est uniquement ce qui est en rouge. On déplace un véhicule entre Annecy et Montpellier. Éventuellement, on tient compte de la livraison des derniers kilomètres. Nous, on s'est intéressé à la journée complète d'un véhicule, à partir du moment où le conducteur met le contact, jusqu'au moment où il va couper le contact en fin de journée, quand elle ne se termine pas après minuit. Donc, le véhicule, il part de chez le transporteur. Le véhicule, il fait des chargements et des déchargements. Il fait des mises à quai. Il attelle et il dételle des remorques. Et ça coûte très cher sur les 44 tonnes. Il y a les phases de déplacement, mais il y a le ravitaillement en carburant, il y a la pause réglementaire du conducteur, les péages, les passages en douane, le transport à vide, puis les pannes. Et puis il y en a pas mal des pannes. Enfin, même s'il n'y en a pas beaucoup, pour les analyses, ça les complique énormément. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour montrer que l'activité réelle d'un véhicule, c'est tout ça. Et tout a une importance. Alors, dans le cadre du projet Équilibre, de quelles données a-t-on disposé? Du journal de bord, c'est-à-dire une liste des chargements et déchargements effectués par le véhicule, remplis manuellement par les transporteurs et corrigés par nos soins ensuite, et leurs soins aussi. On a des mesures embarquées, consommation, émissions. Alors elles ont été limitées pour le polluant aux oxydes d'azote parce qu'il fallait faire de la mesure embarquée à un coût raisonnable. On ne peut pas embarquer sur chaque véhicule des analyseurs qui coûtent des centaines de milliers d'euros. Il n'y a pas non plus la place nécessairement. On a les paramètres cinématiques du véhicule, les paramètres du moteur, la localisation du véhicule avec un GPS, et toute l'originalité du projet va consister à ensuite positionner le véhicule sur une route à partir de ces données GPS. Alors, pour faire cette analyse, il faut comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est très simple. La consommation, elle dépend de l'enfoncement de la pédale d'accélération. Et pourquoi est-ce qu'on enfonce la pédale d'accélération? Soit pour accélérer le véhicule, soit pour vaincre la pesanteur, qu'on doit élever une charge, qu'on doit monter une côte, soit pour
compenser les forces de frottement, roulage, freinage aérodynamique, etc. Et en fait, le troisième facteur est relativement constant pour des poids lourds. Les deux principales variables explicatives, ce sont les accélérations du véhicule et le cumul des dénivelés positifs. Le poids total en charge, c'est un facteur explicatif, bien sûr, mais il n'intervient qu'au travers des deux facteurs précédents. Et ça, c'est absolument essentiel. Alors, les accélérations, qu'est-ce que ça veut dire quand un véhicule accélère? Ça implique que sa vitesse est instable. L'instabilité de la vitesse, elle provient de quoi? Elle provient des infrastructures routières, des intersections, la sinuosité de la route, les aménagements routiers, donc les feux de signalisation, les ronds-points, les ralentisseurs, et puis ensuite le trafic. Et bien, vous pouvez voir que ce soit le trafic, les aménagements routiers, même les infrastructures, tout ça, ça a une cause unique pratiquement, l'urbanisation. L'urbanisation explique pratiquement tout dans la consommation et dans les émissions. Alors, l'urbanisation, il faut le voir d'une manière très générale. Donc, vous avez un véhicule qui rentre dans Annecy, le trafic qui commence bien avant le panneau qui délimite l'entrée de la commune. Et puis, votre véhicule, il réaccélère quand il quitte Annecy. Donc, où est-ce qu'il va accélérer et émettre des NOx? C'est ici, quand il réaccélère. Donc, vous avez une définition administrative d'une limitation d'une commune, mais pour ce qui est de l'impact sur le fonctionnement d'un véhicule, il faut étendre le périmètre d'urbanisation. C'est-à-dire que la vision cartographique que vous avez administrative des routes n'est absolument pas pertinente pour expliquer la consommation et les émissions. Il faut étendre le périmètre, d'urbanisation pour expliquer la consommation. Alors, le cumul des dénivelés positifs, simplement pour rappeler que votre consommation, elle dépend de ces parties positives et non pas du dénivelé total. Donc, la contribution de l'IFTA, elle est à 90% dans cette cartographie que nous avons réalisée. C'est elle qui va nous permettre de comprendre ce qui se passe réellement. Donc, la base cartographique, elle nous vient des données de l'Institut géographique national, donc c'est la base topographique, la base RGEALTI qui nous donne l'altimétrie. À partir de ça, on a fabriqué un graphe routier et ensuite on a catégorisé les sections de route. On a commencé par une première catégorisation avec 5 catégories. Donc, autoroute et voies express, voies rapides urbaines, les traversées d'agglomération, l'urbain dense et les routes de campagne. Ça correspond en fait à la catégorie par défaut. Si vous n'êtes dans aucune des 4 premières catégories, c'est que vous êtes dans des routes de campagne. Cette catégorisation, on l'a qualifiée, on l'a validée a posteriori, avec quelques indicateurs. Donc, le premier, ce sont les stop and go, donc arrêt et redémarrage de véhicules, et le second, ce sont les vitesses moyennes. Et ce que vous pouvez voir, c'est qu'effectivement, sur autoroute, vous avez des stop and go qui sont de l'ordre de 0 à 1, sur route de campagne, 5 à 10, en traversée d'agglomération, une trentaine, en urbain dense, 70. Je rappelle, ce sont des véhicules 44 tonnes. Et les vitesses moyennes, vous voyez que sur autoroute, c'est environ 80 km/h, sur route de campagne, environ 55, en traversée d'agglomération, 40-45, et en urbain dense, 30-35. Je vous passe sur les tests statistiques qui ont permis de qualifier cette catégorisation. Ils sont excellents. Et ça se voit à l'œil nu. Non, mais ça a été vérifié a posteriori. Donc, on a une catégorisation qui est pertinente. Maintenant, voilà le trajet que l'on avait, que je vous ai présenté au début, notre véhicule qui faisait de la distribution en Savoie. Administrativement, il a roulé sur route nationale et sur départementale. En fait, c'est tout rouge. Ça veut dire que votre véhicule passe son temps à faire de la traversée d'agglomération. Parce qu'on est en Savoie, qu'il y a une forte densité de population dans les vallées et que les villages se suivent les uns les autres. Ce qui fait que la conséquence de ceci, on va la voir. Vous avez ici un véhicule, donc le Mèchevent en haut, qui fait de la distribution en zone rurale en Savoie. Le second, c'est un véhicule Sotradel,
qui fait de la distribution rurale dans l'Ain, c'est-à-dire dans la France profonde. Le premier, en fait... Est-ce que c'est un critère scientifique, ça? Non, pas du tout. Ok. Mais bon, c'est comme ça. Donc, le premier, il fait la distribution en zone rurale, mais il fait en permanence de la traversée d'agglomération. Le second, il fait aussi de la distribution en zone rurale, mais vous voyez en noir, c'est de la route de campagne. Résultat, ces deux véhicules qui ont des profils similaires, sont les mêmes modèles de véhicules. Ce sont deux véhicules gaz, ils ont les mêmes poids total en charge moyen. Vous avez ici à peu près les résultats qui ont été fabriqués sur 6 mois d'exploitation. Il y en a un qui consomme 13% de plus. Lequel? C'est le premier, parce qu'il fait de la traversée d'agglomération. Je ne dis pas ce qu'il en est pour les oxydes d'azote. Je donne juste pour la consommation. Donc, cette catégorisation, elle est pertinente au point de vue des paramètres trafic, on a vu au point de vue vitesse moyenne et au point de vue stop and go. Elle est aussi pertinente en matière de consommation. Alors, juste des chiffres sur le projet. Donc, on a des données véhicules, des points GPS. Donc, 97 à 98% du kilométrage a été bien localisé sur le réseau. Les 2 ou 3% de points restants, ce sont des positionnements du véhicule sur des parkings privés qui ne font pas partie de la cartographie. Et puis aussi, il y a quelques petits défauts, les tunnels, l'obsolescence de la cartographie, les dysfonctionnements du GPS, etc. Donc, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a bien capturé la quasi-totalité des données. Et le point important, c'est que ces 2 ou 3% qui sont sur les parkings, ils n'ont pas un effet négligeable. En kilométrage, c'est très peu, mais les effets sur la consommation et sur les émissions ne seront pas négligeables. Oui. Quelques questions. On a vu que tu croisais les sources. Alors, il y a différentes sources. Tu as le journal de bord, les mesures embarquées, GPS. Oui. C'est quoi l'intérêt? Si tu peux expliquer simplement l'intérêt de croiser les sources. L'intérêt, c'est de savoir à chaque instant quelle est la charge embarquée par le camion sur la route. Parce que s'il monte à vide, ou s'il monte avec un poids total en charge de 44 tonnes, il ne va pas consommer pareil. Voilà. Donc c'est un facteur dont on ne peut pas se passer. Alors, je tiens bien à m'expliquer. En moyenne, le poids total en charge n'est pas un facteur qui est vraiment important, ne serait-ce parce que les charges moyennes ne varient pas énormément. Mais de manière locale, c'est évident que ce n'est pas la même chose, soit de monter, soit de descendre une côte avec 15 tonnes, 44 tonnes. Et quelque chose qui paraît important, c'est ce que tu appelles l'urbanisation, donc le rapport au territoire. Alors l'urbanisation, oui, aussi. Et là, c'est la même chose, le poids total en charge intervient fortement, je dirais, en ville, puisque un véhicule qui accélère avec 44 tonnes, il est obligé de développer une puissance très importante et de manière très brusque. Donc il va mettre énormément. Quand on parle de cartographie, en fait, c'est un petit peu plus... C'est une cartographie augmentée, en fait, que tu as réalisée. C'est-à-dire qu'à une cartographie habituelle du graphe routier, on a ajouté une catégorisation des sections de route. Et je dis bien, c'est des sections de route, ce n'est pas des routes complètes. La cartographie, l'unité, c'est peut-être le kilomètre ou la centaine de mètres pour chaque section de route. Ok, super. Donc on va continuer sur l'étape suivante pour respecter notre timing. On a vu qu'il y avait un grand nombre de facteurs explicatifs. Voilà. Alors, c'est en rouge des faits divers, c'est-à-dire qu'il y a des facteurs, je dirais, généraux comme l'urbanisation, c'est-à-dire la catégorisation de la route et le dénivelé, mais de manière très locale, il peut y avoir aussi beaucoup d'autres facteurs qui vont impacter la consommation et les émissions. Alors, sur les déplacements à vide, je vais passer. Là, je vais juste parler de ce qui se passe sur les parkings, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Là, vous avez un véhicule qui fait de la distribution. C'est un véhicule gaz. Bon, la partie, disons, arrivée sur le site et manœuvre, ce n'est que 4% du kilométrage. Mais c'est quand même 14% de la consommation dans ce cas précis, et c'est 29% des émissions d'oxyde d'azote. Donc, ce n'est pas négligeable. Alors, le fait de ne pas prendre en compte ultérieurement les manœuvres dans les statistiques ne remet pas en cause les conclusions générales. Mais c'est pour montrer que c'est un facteur qui est non négligeable, surtout en matière de consommation pour les transporteurs.
Alors, pour un véhicule long courrier, les chiffres sont inférieurs. Là, c'est un véhicule diesel, puisque les véhicules diesel ont plus été utilisés pour les émissions long courrier. Donc, en kilométrage, c'est très faible. En fuel, ce n'est que 3%. En NOx, c'est quand même 11%. Et une chose qu'il faut quand même rappeler, la distribution, les parkings, ils se trouvent dans les banlieues des grandes villes. Donc, c'est des émissions en zone urbaine. Bien, encore un point. Les constructeurs, ils respectent des normes et vous avez des valeurs qui sont des moyennes établies sur un cycle de fonctionnement du moteur. Pour une analyse détaillée, ces normes elles ne nous sont d'aucune utilité, puisque pour le constructeur, elles sont établies en fonction de la quantité d'émissions. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude. En quantité d'émissions de NOx par kilowattheure développé. Mais en pratique, cette moyenne, elle est établie sur des cycles de fonctionnement très différents, ce qui fait qu'un véhicule, ici, sur autoroute, et ici, en zone urbaine dense, eh bien, le rapport d'émission, il est 2,5 fois plus élevé quand vous êtes en urbain dense. Et ce qui est encore beaucoup plus grave, c'est que cette définition ne tient pas compte de la quantité d'énergie que vous avez dépensée pour franchir 1 kilomètre. Or, on consomme beaucoup plus en ville que sur autoroute. Résultat, si vous reportez non plus des quantités d'émissions par kilowattheure, mais par kilomètre, c'est ce qui intéresse les riverains, eh bien, le rapport d'émissions passe pratiquement d'un rapport 1 à un rapport 4 quand on passe de l'autoroute à l'urbain dense. Donc, ces moyennes-là, les moyennes sur un kilométrage, indépendamment de la classe de la route, ne sont pas d'une grande utilité. Alors, je vais illustrer ça par juste un petit exemple. Le trajet considéré, il est autoroutier, il part du péage de Crolles au nord de Grenoble, sur l'autoroute, alors je ne sais pas si c'est la 40 et quelques, en direction de Chambéry. Vous avez le profil d'altitude ici, ne vous y trompez pas, les pentes sont faibles, c'est 1% ici, la pente. Mais 1%, c'est beaucoup pour un poids lourd, pour ceux qui ne savent pas. Ça a un énorme impact sur la consommation. Ici, vous avez le profil de vitesse. Alors, vous avez une première chute de vitesse ici, qui est liée au télépéage de Crolles. Télépéage. Et ici, il se trouvait que ce jour-là, vous aviez 2 chutes de vitesse. On a dû regarder les données pour comprendre ce qui se passait. En fait, vous aviez des travaux sur l'autoroute avec des changements de voie. Donc, premier ralentissement et première réaccélération au premier changement de voie, puis on retourne sur la voie normale. Et maintenant, regardons les émissions d'oxyde d'azote. Les émissions d'oxyde d'azote, quand vous roulez avec une vitesse stabilisée sur autoroute, c'est quasiment zéro. C'est pas zéro, mais c'est quelques grammes. Et puis, vous avez un premier pic au niveau du télépéage, et puis 2 petits pics ici, au niveau des changements de voie. Si vous si vous prenez le résultat numérique, vous avez 50% des émissions d'oxyde d'azote qui ont été effectuées au péage, 25% aux 2 changements de voie et 25% sur les 30 km restants. Donc 75% ont été émises dans des circonstances exceptionnelles. Donc une valeur moyenne des émissions d'oxyde d'azote sur autoroute, si vous prenez un petit trajet sur autoroute, ça n'a pas beaucoup de sens. Alors, ces émissions ne sont pas très élevées dans l'absolu. C'était bien pour montrer que ce qui compte, ce sont la connaissance des points chauds et des causes de ces émissions. Les valeurs moyennes, elles n'ont pas d'utilité. Alors, là, vous avez, sur ce péage de Crolles, pendant les 21 mois du projet à peu près, vous avez donc 2 véhicules qui ont fait des passages récurrents dans des conditions similaires. Je vais passer très rapidement sur les résultats. Ce que je vais vous montrer, c'est que si vous prenez les résultats, j'y arriverai jamais, sans le péage,
vous avez une consommation de 27 ou 26 litres pour un véhicule diesel. Si vous prenez la moyenne sur tous les trajets, vous passez de 27 à 29 et de 26 à 27. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez ici vous avez l'inclusion du péage, vous avez le fait que certains jours, il y a eu des travaux, vous avez le fait que certains jours, le conducteur a fait sa pause réglementaire, et qui est donc, il a fallu qu'il redémarre son véhicule, donc ça a augmenté la consommation moyenne, etc. Alors, pour la consommation, l'impact est assez faible. Pour les émissions de NOx, on passe de 15 à 21 et de 15 à 23. Donc on augmente déjà de 30 à 40%. Et là, c'est sur autoroute, c'est-à-dire dans des conditions d'exploitation assez peu sévères. Ceci, c'est pour bien illustrer le fait que ce qui va nous intéresser, ce sont ces points chauds. Alors, je vous ai dit qu'on avait catégorisé les routes en 5 grandes catégories en fonction du degré d'urbanisation. 5 catégories, en fait, c'est insuffisant, et parce qu'à l'intérieur de chaque catégorie, vous avez encore une grande variabilité. Alors, je précise que c'est une catégorisation automatique de à peu près un demi-million de kilomètres de voies. Hein. On ne fait pas ça à la main. Le problème, c'est que cette classification automatique, elle ne peut pas être parfaite et qu'il demeure une grande variabilité. Donc ici, vous avez par exemple une route de campagne dans la banlieue lyonnaise, à mes yeux. Voilà, simplement, sur cette route de campagne, vous avez un rond-point, un deuxième rond-point, un troisième rond-point. Résultat, cette route de campagne, limitée à 80 km/h pour les poids lourds à pleine charge, elle a exactement les mêmes caractéristiques qu'une traversée d'agglomération. Autre exemple, il n'y a pas deux autoroutes qui sont identiques. Et en particulier, ce n'est pas du tout la même chose de prendre la 6 au nord de Villefranche ou la 7 au sud de Vienne que de prendre une autoroute de contournement autour de Lyon ou bien d'arriver par ici. Donc, les chiffres de consommation moyenne sur autoroute, ils ne sont pas les mêmes sur une autoroute de liaison et sur une autoroute de contournement. Donc, une moyenne, encore une fois, ça n'a pas de sens. Et c'est important quand, je répète, vous avez un véhicule qui fait 52 fois le même trajet sur une autoroute de contournement ou 52 fois le même trajet sur une autoroute de liaison. Ce n'est pas pareil. Donc, enfin, dernier point, on a parlé de l'effet du vent. Alors ça, c'est un vent qui tenait beaucoup, mais il y a une autre raison pour laquelle je vais en parler. En vallée du Rhône, il y a beaucoup de vent. Alors, on a étudié uniquement l'effet d'un vent régulier et arrivant soit de face, soit en arrière. Alors, pour bien isoler l'effet du vent, on a considéré une section plane. On a une pente qui est inférieure à 1 pour 1000 sur un trajet de 40 km environ avec une vitesse stable. Donc, c'est entre Orange et Montélimar. Les véhicules ont tous un poids total en charge similaire. Et on a fait un report des vitesses de la consommation du véhicule en fonction de la vitesse du vent. Donc, celle-ci a été considérée comme étant positive si on avait un vent arrière et négative si on avait un vent de face. Et ici, vous avez une droite de régression et qui montre que pour cette section de route, on a moins 14% de consommation avec un vent arrière, plus 8% avec un vent de face. Et si on prend l'ensemble des données, je dirais que l'effet du vent, c'est en fait une amplitude de plus ou moins 20%. C'est énorme. Et ça, ce sont 21 mois de données, donc en vallée du Rhône, ce qui est statistiquement significatif. Alors, le point important, c'est que ça n'a absolument aucun effet sur les émissions de NOx. Et il y a une raison très simple à cela. Nous étudions l'effet d'un vent régulier. Si vous avez un vent de face, vous allez appuyer un peu plus sur l'accélérateur, mais ça va être une accélération constante. Et j'ai dit que le problème des émissions de NOx, ce ont été les variations brusques de l'accélération. Donc le vent n'a absolument aucun effet sur les émissions de NOx, enfin en tout cas aucun effet visible. Alors la raison pour laquelle moi j'ajoute ce transparent
en plus de la demande de M. Mechevant, c'est qu'en fait, ça montre qu'il existe d'autres facteurs explicatifs de la consommation qui ont un impact extrêmement important et qui sont très localisés. Et encore une fois, si on prend des valeurs moyennes, ces effets disparaissent. Parce que si vous prenez non plus la section Montélimar-Orange, mais que vous incluez, par exemple, le contournement de Montélimar, il va se passer que dans le contournement de Montélimar, vous avez beaucoup de trafic. Donc, vous avez une consommation et des émissions qui vont augmenter beaucoup du fait du trafic. Et on va voir, de manière relative, on va voir diminuer l'effet du vent. Voilà, donc les premières leçons du projet, de notre point de vue, ça a été d'avoir une meilleure compréhension du rôle des facteurs explicatifs. C'est-à-dire, et quand je dis compréhension, pour nous, ça veut dire qu'on est capable de donner une estimation quantitative. Qu'est-ce qui était réellement important et qu'est-ce qui ne l'était pas? Donc ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il y a deux choses qui dominaient, donc, je le répète encore une fois, l'urbanisation et les dénivelés positifs. Deuxième point, c'est que les effets localisés sont noyés dans les valeurs moyennes. Bon, ça, toute personne qui fait des statistiques le sait, mais là, c'est vraiment très marquant. Parce que quand on étudie les trajets très en détail, il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à comprendre et il faut à chaque fois aller chercher quel est l'effet explicatif. Et puis, dans toute cette étude, il y a une multiplicité de facteurs qui ont été ignorés délibérément ou qui n'ont pas été pris en compte dans les statistiques finales et qui ont un impact. Bon, la puissance du moteur, là, on a des véhicules qui ont des puissances qui varient de 300 à 500 chevaux. Ça n'a pas exactement le même comportement. Le rapport de pont, l'aérodynamique des remorques, etc. Tout ça, ça a un impact. Pour nous, il est moyenné. Mais il faut savoir que dans des conditions particulières, il n'est pas négligeable. Et puis, il y a toutes sortes de facteurs, comme le vent, le démarrage à froid, qu'il faut étudier à chaque fois. Donc en fait, ce que tu viens de nous donner comme élément, ça montre l'intérêt de la recherche, puisqu'on n'avait peut-être pas une perception aussi fine de ce que tu cites comme étant les effets très localisés qui sont noyés en fait dans les grandes moyennes. Alors ça, je dirais que c'est surtout à Pascal qu'il faudrait poser la question. Tu renvoies la balle. Répondre à sa place. C'est-à-dire qu'effectivement, les transporteurs très souvent suspectaient l'influence de certains paramètres, mais ils étaient absolument incapables de le quantifier. Et dans certains cas, ça se trouvait que non, au contraire. Certains effets qu'on supposait étaient négligeables. Donc, voilà. Bon, alors, donc, Pascal donne l'exemple du poids total en charge. Le poids total en charge, non, ce n'est pas un facteur explicatif en lui-même. Si vous ne le couplez pas avec le dénivelé et le fait que vous faites de la traversée d'agglomération, ça peut impacter la consommation. Qu'un véhicule fasse 30 tonnes ou 40 tonnes sur autoroute, ça n'a pas une grande importance. Il y a quelque chose qui est intéressant aussi, c'est qu'on a parlé avec Noureddine d'ouvrir d'autres perspectives de recherche. Et là, on voit bien que dans ce que tu cites, on aurait peut-être d'autres pistes de travail à envisager. Oui, il y a beaucoup de pistes. Ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a tellement de cas particuliers qu'il y a toujours quelque chose à étudier. Justement, ça fait la transition, puisque là, on va rentrer sur un cas en périphérie d'Annecy. Alors, on va enfin vous présenter des résultats. Pour l'instant, je vous ai parlé en général de la manière dont ont été fabriquées toutes les mesures. Et maintenant, vous allez enfin pouvoir avoir quelques résultats. Alors, la problématique de départ, c'est qu'il n'y a jamais deux situations d'exploitation identiques. Donc, on ne pourrait pas comparer vraiment deux solutions. Et puis même, il n'y a jamais deux journées identiques parce qu'il y a toujours un événement, même sur le même trajet. Heureusement, on a eu la chance d'avoir un cas particulier fournissant un scénario similaire pour plusieurs véhicules, ce qui nous a permis d'avoir une base très objective pour comparer des véhicules gaz et des véhicules diesel. Mais le résultat, pour nous, le plus important en tant que chercheurs, c'est que tous les résultats qui sont publiés dans le rapport, enfin les chiffres, ils doivent être examinés au regard des conditions d'exploitation. Si vous ne savez pas réellement comment était utilisé le véhicule, les conclusions que vous allez en tirer seront nécessairement fausses. Et ça, je vous le montrerai plus tard. Donc, le cas intéressant, c'est le périphérique d'Annecy, tout simplement parce que les transports Mechevant sont situés dans la banlieue d'Annecy. Résultat, on a énormément de passages de véhicules sur ce périphérique. Alors, ce périphérique d'Annecy, c'est un grand mot pour une toute petite chose. C'est un périphérique, pourquoi? Parce qu'il présente plus les caractéristiques d'un périphérique que d'une route nationale
ou que d'une traversée d'agglomération. Le point le plus important étant évidemment le fait qu'on y accède par des bretelles d'accès et non par des intersections, ce qui fait une énorme différence du point de vue du trafic. Donc vous avez une petite... Voilà le périphérique d'Annecy. Alors ce n'est pas le périphérique de Lyon, ce n'est pas le périphérique de Paris, mais ce n'est pas non plus une nationale et ce n'est pas une traversée d'agglomération. Et ce n'est pas possible de le catégoriser automatiquement comme un périphérique. Et pourtant, c'est bien une voie rapide urbaine. Il y a des bretelles d'accès, il y a une bande qui sépare les deux trafics, ce qui rend le trafic un peu plus fluide. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce périphérique et son usage? Vous avez ici un véhicule diesel et un véhicule gaz qui ont emprunté ce périphérique pendant à peu près 2 ans. Ils ont parcouru respectivement 2500 et 5000 km sur ce périphérique, ce qui est un chiffre tout à fait honorable. Et ils l'ont fait surtout dans des conditions de trafic relativement similaires, puisqu'ils ont à peu près la même vitesse moyenne. Le chiffre qui va intéresser les riverains, c'est que le véhicule diesel, il émet 160 grammes de NOx au 100 km. Le véhicule gaz émet 33 grammes de NOx au 100 km. Il y a donc un facteur 5 de différence entre le gaz et le diesel pour les émissions de NOx. Sur un périphérique où le trafic est certes élevé, mais qui n'est absolument pas congestionné. À titre de comparaison, la vitesse sur le périphérique de Paris en diurne, en moyenne, c'est 35 à 40 km/h. Là, on est déjà à 55 km/h. On est dans de bonnes conditions. Bon, le trafic est important, mais en moyenne, il n'y a rien d'extraordinaire. Et on n'est même pas. Et j'insiste bien, ce n'est pas de la congestion. Bon, il y en a eu de temps en temps quand les véhicules sont passés. Mais en moyenne, ce sont juste des conditions de trafic élevées. À titre de comparaison, on a eu des mesures similaires sur le périphérique de Lyon. Mais là, par chance, les véhicules pouvaient emprunter ce périphérique aux heures creuses, systématiquement. Et vous voyez que vous avez un véhicule, ici, il a fait 9000 km sur le périphérique. Ben, il a de la chance parce qu'il a une vitesse moyenne de 71 km/h. Il n'a jamais rencontré la congestion, ni même du trafic. Tout le monde sait que le périphérique de Lyon n'est jamais congestionné. Mais ça, c'est la réalité de l'exploitation. Vous avez ici un transporteur qui est obligé de ramener ses véhicules chez lui. Et là, vous avez un transporteur qui fait des missions qui vont d'ailleurs plus souvent vers Clermont-Ferrand et qui a la chance de pouvoir passer vers 21h. Donc, résultat, c'est qu'ici, dans de bonnes conditions, on est à 20 grammes, aussi bien pour un véhicule gaz que pour un véhicule diesel. Il n'y a plus aucune différence. Par contre, dès que les conditions vont devenir un tout petit peu plus mauvaises, les performances du véhicule diesel se dégradent de manière spectaculaire. Donc, pour les véhicules diesel, donc on a vu, on passe de 20 grammes à 160 grammes, c'est-à-dire qu'on multiplie par 8 du fluide au trafic dense. Et entre le gaz et le diesel, dans une situation d'exploitation, je dirais un peu sévère, on a des émissions 5 fois plus élevées pour un véhicule diesel. Bon, la consommation, vous voyez, finalement, elle n'augmente que de 10%. C'est pas grand-chose à côté. Alors, maintenant, je pourrais vous présenter les résultats bruts de 21 mois. C'est absolument incompréhensible. Et il faut passer des heures sur le tableau et croiser plusieurs tableaux pour comprendre ce qui se passe. Là, c'est juste les kilométrages. Il vous montre que les véhicules ont parcouru quelques dizaines de milliers de kilomètres. Vous avez même un véhicule qui a parcouru 100 000 km sur autoroute. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on prend les résultats généraux du projet? Voilà, ça c'est la synthèse des moyennes. Il vaut mieux l'expliquer, je pense. Voilà. Oh, je ne vais pas expliquer grand-chose parce que justement, c'est difficile à expliquer. Donc, je vais juste présenter 2 choses. Alors, vous avez les résultats qui sont donnés en fonction de la catégorie de la route. Autoroute, route nationale, voie rapide urbaine, traversée d'agglomération urbain dense. Ensuite, vous avez ici, je vais vous présenter juste la consommation et les émissions de NOx. Alors, le résultat que je vais vous présenter, le premier, c'est celui-là. Ça, ce sont les consommations. Vous avez des véhicules qui ont fait plusieurs dizaines de milliers de kilomètres sur autoroute et vous avez une énorme variabilité de la consommation. Pourquoi? Parce que les conditions d'exploitation de ces véhicules ne sont pas les mêmes. La 6 et la 89, ce n'est pas la même chose. Les autoroutes urbaines et les autoroutes de liaison, ce n'est pas pareil. Et ce qui est important, c'est qu'un véhicule qui fait le même trajet de 500 km sur autoroute
100 fois en 2 ans. Il a fait 50 000 km sur autoroute, mais il a fait 100 fois le même trajet de 500 km. Statistiquement, ce n'est rien du tout. C'est-à-dire qu'il a fait toujours la même chose. Donc c'est normal qu'il y ait une énorme variabilité. Et il faut bien comprendre qu'un transporteur, je l'ai appris, il pouvait faire le même trajet avec le même camion pendant 2 ans. Donc ça, c'est le premier résultat, le plus important, et que vous voyez que c'est vrai aussi bien pour des véhicules diesel que pour des véhicules gaz. Et le deuxième résultat que je vais vous présenter, c'est sur les émissions de NOx. Alors, bon, voilà le résultat évident, hein, sur autoroute, rien du tout, et en urbain, on a d'énormes émissions. Alors, il y a une différence dans l'interprétation des résultats pour les véhicules, pour les NOx et pour la consommation. Pour la consommation, la variabilité, il y a certes des différences entre véhicules. On n'est pas là pour en juger, nous, mais elle s'explique toujours, on peut toujours l'expliquer par une variabilité des conditions d'exploitation. Pour les NOx, c'est différent. Vous voyez qu'il y a quelques véhicules quand même qui ont des taux d'émission qui sont assez élevés. La conclusion irréfutable du projet, c'est qu'il y a quand même des véhicules qui sont meilleurs que d'autres. Voilà. Bon, on ne peut pas se tromper. Pour la consommation, les conditions d'exploitation expliquent toujours la variabilité. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de différence entre véhicules, je dis que c'est vraiment le facteur prédominant. Et par contre, pour les émissions de NOx, que ce soit du diesel ou du gaz, quand il y a une forte variabilité, bon, il y a des différences de conditions d'exploitation aussi, mais manifestement, il y a des véhicules qui sont moins bons, ou d'autres qui sont meilleurs. Et le résultat le plus important pour le projet équilibre, c'est que bon, la conclusion, elle est irréfutable sur le périphérique d'Annecy. Hein. Les émissions de NOx dans des conditions sévères d'exploitation, elles sont infiniment plus faibles pour les véhicules gaz. Et on n'est pas, là, je dis bien, on n'est pas dans des 10%, hein, on est dans des 500% ou 1000%. Les résultats sur les véhicules 19 tonnes vont confirmer ce qu'on a sur les véhicules 44 tonnes. Donc la même chose, là, vous avez les kilométrages. Ce n'est pas très important, les kilométrages. Les véhicules 19 tonnes, ils font de la distribution, mais très souvent en centre-ville. Les 44 tonnes, ils vont livrer les supermarchés hein, dans les banlieues. Les 19 tonnes, ils vont livrer les supérettes en centre-ville. Excusez-moi si c'est caricatural. Et là encore, la variabilité des conditions d'exploitation, elles sont très différentes parce que malgré tout, vous avez ici 3 véhicules. Le premier, enfin c'est le B, lui fait essentiellement des trajets sur les autoroutes de contournement. Les 2 autres, ils font des trajets essentiellement urbains en Haute-Savoie. Donc, je vous ai dit que le 19 tonnes, c'était la livraison en centre-ville. Je viens déjà de me contredire. Hein. Ce n'est pas une règle absolue. Et puis, en Haute-Savoie, ce qui se trouve, c'est que, en fait, vous prenez 2 véhicules qui opèrent en Haute-Savoie, mais malgré tout, ils ont des conditions d'exploitation extrêmement différentes. Le premier, il fait 141 stop and go au 100 km. Le second, il en fait 204. Et ça a un impact majeur sur la consommation et surtout sur les émissions. Alors vous voyez tout de suite que déjà, les stop and go, on est passé de 70 en urbain pour des 44 tonnes à 140 ou 200 pour des 19 tonnes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand on parle d'une catégorie de route, ça ne veut pas dire que l'usage en est le même. Un 44 tonnes, il traverse des agglomérations parce qu'il est bien obligé, surtout si c'est des petites communes, mais il fait rarement des livraisons en centre-ville. 19 tonnes, quand il va en centre-ville, c'est plus souvent pour faire de la livraison et pas uniquement pour une traversée d'agglomération. Donc, même conclusion pour les 19 tonnes. Alors là, ce sont tous des véhicules gaz. Hein. Malgré que ce soit des véhicules gaz, hein, les émissions de NOx, elles augmentent très fortement quand on passe de l'autoroute à l'urbain. Et puis même conclusion, il y a des véhicules qui sont moins bons que d'autres. Voilà. Donc, l'interprétation des résultats, point numéro 1, en fait, c'est la route qui détermine la consommation. Le véhicule, c'est pas très important. C'est pas le facteur le plus important.
La différence entre une route nationale et une traversée d'agglomération, c'est plus 50% en consommation. Bon, vous n'avez pas de véhicules qui ont une différence de consommation de 50% au 100 km. Vous avez dit qu'on pouvait régler les moteurs pour qu'ils soit ils consomment moins, soit ils émettent moins de NOx. Alors, consommer moins, ça veut dire aussi émettre moins de CO2. Mais si vous consommez moins, que vous émettez moins de CO2, vous émettez plus de NOx. Et bon, je laisserai les gens regarder les résultats. Il faut vraiment les examiner en détail. Il n'y a pas de certitude. Hein, ce n'était pas notre objectif. Mais une petite réduction en émissions de CO2, si vous réglez votre moteur pour diminuer sa consommation, c'est beaucoup plus en NOx. Beaucoup, beaucoup plus. Voilà, donc les conclusions. Alors, les valeurs, elles ne sont valides que pour la norme Euro 6, mais les conclusions sont valides de manière générale. D'abord, il n'existe aucun critère unique, ou même de l'ensemble de petit nombre de critères qui permettent de catégoriser l'usage d'un véhicule sur une mission. Bon, il y a les catégories de route, les types de missions, les jours, etc. Deuxième point, catégoriser la consommation, elle dépend d'une phase de déplacement, mais surtout aussi d'une phase de livraison qui inclut la desserte finale. Le problème, c'est qu'en fait de la distribution, il est difficile de dissocier ce qui est le déplacement de ce qui est la phase de livraison, parce qu'ils sont vraiment très imbriqués. Bon, ça c'est un petit chiffre pour les transporteurs. Donc sur autoroute, vous avez une variabilité de 12%, à peu près, hein, uniquement en tenant compte du fait que vous changez de transporteur, vous passez d'une année sur l'autre, parce que les conditions d'exploitation ne sont pas les mêmes. Donc une valeur moyenne, 12% près de la consommation. Mais maintenant, on a des résultats un peu plus positifs. C'est qu'en fait, si c'est une manière macroscopique, on ne peut pas caractériser l'usage d'un véhicule. Par contre, sur le plan microscopique, oui. Ça veut dire que si on connaît les sections de route à partir de la cartographie, ainsi que les dénivelés, et si on connaît le poids total en charge, en moyenne, grâce au modèle qu'on a développé à Divstar, on arrive à prédire la consommation à peu près 3%. C'est-à-dire que si vous faites 20 000 km, on arrivera à peu près à prédire la consommation du véhicule. L'autre conclusion, encore une répétition, on a une variabilité encore importante. Les autoroutes de contournement et les autoroutes de liaison, ce n'est pas la même chose. Puis une chose dont je n'ai pas parlé, mais il faut quand même rappeler, ça c'est une prédiction de la consommation moyenne. Il reste des variabilités journalières qui sont importantes, à 5% près. Il y a tout le temps des événements qui impactent la consommation. Donc, conclusion pour le projet équilibre, puisqu'il s'agissait quand même de comparer du diesel et du gaz, les émissions de NOx sont très localisées. Elles dépendent de la catégorie de la route. Elles sont localisées sur des points chauds. L'avantage des véhicules gaz sur les véhicules diesel, je dirais, il est incontestable. Et cet avantage, il va en augmentant quand les conditions de circulation se dégradent. C'est-à-dire, en urbain, on est toujours dans des conditions dégradées. Et si on ne doit retenir qu'un seul chiffre du projet équilibre, qui soit relativement objectif, c'est celui-ci. Sur le périphérique d'Annecy, entre un véhicule diesel et un véhicule gaz, vous avez un facteur 5. Donc on en reste là pour la partie. Merci beaucoup.